Merci Hélène. Et donc, on a deux intervenants avec nous ce soir. Ce sont tout simplement les intervenants de la séquence. Si vous avez déjà eu l'occasion de regarder les vidéos de la séquence Rencontrer la vie sauvage, peut-être que vous les avez reconnus. Donc, je vais leur laisser la parole pour se présenter. On va commencer par Michel, si tu veux bien, Michel. Oui. Bonsoir au Maroc, bonsoir à la Belgique, bonsoir à la Suisse et puis bonsoir aux quatre coins de la France. Je vois qu'il y a du monde un petit peu partout et c'est plutôt sympa. Donc Michel, je suis le propriétaire du jardin naturaliste qui apparaît en effet dans la séquence. Donc un jardin un petit peu particulier qui est complètement tourné vers la nature et l'accueil de la biodiversité. Et Jean-Luc. Bonsoir à tout le monde également. Alors, moi, je suis Jean-Luc Toulec. Du coup, je suis, on va dire, naturaliste de passion, écologue de formation. Et à l'association, je suis membre administrateur en fait, de l'association Bretagne Vivante, qui est une association de connaissance et de protection de la nature en Bretagne. Et voilà, et j'ai fait une longue carrière dans l'enseignement agricole sur les sujets de la biodiversité et de l'agriculture. Voilà. Bien. Alors, avant de vous laisser la main sur les questions, je rappelle le webinaire de ce soir, c'est un temps de questions, d'échanges, voilà, questions-réponses avec les intervenants autour de la biodiversité au jardin. Ce n'est pas une présentation du contenu de cours. On ne va pas vous refaire l'intégralité de la séquence, ce n'est pas l'objet du webinaire. On est vraiment là pour répondre à vos questions et on ne répond pas non plus aux soucis techniques via le webinaire. Donc, si vous rencontrez des difficultés techniques de quel ordre que ce soit sur le MOOC, vous pouvez poser vos questions à l'adresse mail du MOOC. Mais en tout cas, on n'y traitera pas pendant le webinaire. Donc, je rappelle, vous pouvez commencer à poser vos questions dans le chat dès maintenant. Voilà, si vous avez déjà, pendant votre... peut-être que vous avez déjà commencé la séquence et qu'il y a des questions qui vous sont venues au cours du visionnage, vous pouvez commencer à les poser dans le chat. En les mettant bien visibles à tous. Comme ça permet que les questions ne soient pas posées plusieurs fois. Et par contre, on vous demande de ne pas répondre entre vous aux questions. On laissera les intervenants répondre aux questions pour ce soir. Et surtout, ne posez pas de questions directement à moi, car je vais pas, c'est pas moi qui vais gérer le chat, c'est-à-dire que je ne verrai pas vos questions si vous vous adressez qu'à moi. Donc, je rappelle, à cette séquence Rencontrer la vie sauvage, elle est divisée en 3 parties. On a une première partie qui est autour de l'idée de s'imprégner de la nature présente dans les jardins, à la fois par les sens, mais aussi par notre sensibilité, nos émotions. Et dans ce premier sujet, on complémente cette partie un peu immersive, sensorielle, émotionnelle du jardin. On aborde aussi de manière générale ce qu'est la biodiversité et on place le jardin au milieu de son environnement et de ses relations, ses interactions avec le paysage qui l'entoure. Donc, si vous avez déjà des questions autour de ce sujet-là, vous pouvez commencer à les poser dans le chat. Ensuite, la séquence a un deuxième sujet qui s'appelle « Comprendre », où là, on s'attache à mieux connaître les habitats, les milieux naturels ou semi-naturels dans un jardin, mais également la flore et la faune qui évoluent dans ces milieux et toutes les interactions que ces espèces ont entre elles et avec leur milieu. Donc là, on est vraiment centré sur la vie sauvage. Et en dernière phase de la séquence, qui s'appelle « Prendre du recul »,
Là, on aborde justement la cohabitation entre le jardinier et la vie sauvage au jardin, entre l'humain et le non-humain, et quelles problématiques éventuelles il y a dans cette cohabitation, et puis au contraire, ce qu'elle nous apporte, et puis comment on peut vivre ces relations de voisinage de manière positive et épanouissante. Donc, dans ces derniers sujets, on aborde tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte, tout ce qui est rapport aussi au propre, au sale, etc. Donc, pour l'instant, je pense que vous êtes un petit peu timide, vous ne posez pas encore vos questions. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai une première question à poser aux intervenants. J'espère que ça va vous permettre de vous lancer parce que on compte sur vous pour poser les questions. Donc, Michel et Jean-Luc, justement sur ce côté rapport sensible et sensoriel au jardin, est-ce que vous pourriez nous dire, en ce moment, là, ce qui éveille vos sens et ce qui vous procure de l'émotion dans vos jardins? Michel, tu démarres? Oui, écoute, Laetitia, c'est simple. Là, nous sommes au mois d'avril. C'est l'explosion de la nature. Chaque jour, tous les 2 jours, il se passe quelque chose de nouveau. C'est un vrai bonheur. C'est une période extraordinaire au jardin. On a de la végétation qui change, les oiseaux, comme les arbres, n'ont pas encore, enfin, du moins ici, totalement toutes leurs activités. Les amphibiens sont en pleine reproduction. Enfin, bon, voilà, c'est une période un petit peu magique. C'est une sorte de renaissance, le printemps. Et puis, il y a ces odeurs qui commencent à apparaître, la flouve odorante, notamment. J'aime bien cette odeur. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Donc, ça touche beaucoup ma sensibilité, par exemple. Et donc, voilà, oui, les sens sont en éveil là, à cette période-ci. Moi, je vais dire un peu la même chose. Forcément, on est sur la période de démarrage du printemps, qui est d'autant plus assez précoce cette année. Enfin, ça va aussi avec la question du changement climatique, hein. Les stellaires holostés, par exemple, que j'ai mises dans mon jardin, sont en fleurs déjà depuis plusieurs jours, alors que c'est une espèce plutôt de printemps un peu plus lointain normalement. Donc, c'est bien révélateur, effectivement, d'un printemps de plus en plus précoce, même si on a eu un petit coup de froid là, qui a un peu ralenti la végétation et la pousse de la végétation. Et puis après, c'est les sorties d'animaux, les lézards des murailles, les bourdons qui viennent sur les fleurs, les premiers bourdons et les abeilles solitaires qui viennent sur les fleurs. C'est évidemment les oiseaux et c'est, là, je les ai devant moi, là, à vrai dire, les premières feuilles des pommiers qui commencent à sortir. Parce j'ai un verger juste en face de moi. Voilà, c'est toute cette période de vie qui redémarre après la période, redémarre fort après la période hivernale. Merci à vous deux pour ce petit partage de ce qui se passe dans vos jardins en ce moment et ce qui fait particulièrement écho chez vous. On a plusieurs questions qui sont arrivées entre deux. Alors, une question de Vanessa autour de… donc, elle est en ville, elle a un terrain qui est entièrement entouré de clôtures ou de murs. Par conséquent, certaines espèces ont du mal à se déplacer d'un jardin à l'autre, notamment les hérissons qui ne fréquentent plus son jardin. Et elle demande s'il existe une réglementation qui pourrait obliger les voisins à faire des trous, à faire des passages dans leur clôture ou dans leurs murs. Est-ce que vous avez connaissance de collectivités, de communes qui auraient obligé ou du moins incité à mettre en place des passages entre les jardins? Je ne sais pas si Michel ou Jean-Luc, vous avez des éléments de réponse pour Vanessa, voilà, qui a envie de pouvoir retrouver des hérissons dans son jardin, je crois. Je vais te laisser répondre, Jean-Luc, parce que tu as probablement plus de billes que moi sur le sujet, mais
je prends l'exemple de chez moi. C'est une des premières choses que j'ai faites. Donc, le terrain est clôturé. Et donc, j'ai créé des ouvertures aux quatre coins est, ouest, est, nord, etc. Là où il y a des clôtures, j'ai créé justement des petites ouvertures au sol qui permettent justement à des animaux de passer plus facilement. Alors après, quand c'est un mur, évidemment, c'est plus compliqué. Mais au niveau de la réglementation, je ne sais pas, peut-être que Jean-Luc, tu en sais davantage. Non, je ne peux pas dire sur l'aspect réglementaire. Ce que je sais, par exemple, sur Rennes, c'est qu'il y a eu tout un travail, y compris d'ailleurs de suivi des hérissons en nocturne, en leur mettant des puces qui permettaient de les suivre par l'Université de Rennes, qui montre effectivement combien ils ont besoin de pouvoir passer d'un jardin à un autre, d'utiliser en fait, quand on a en ville, il y a plusieurs jardins, ils sont connectés les uns aux autres et son territoire d'action au hérisson, il dépasse celui d'un jardin. Et effectivement, il a besoin de passer d'un jardin à l'autre. Mais on pourrait citer d'autres espèces. Le crapaud commun peut aussi, pour rejoindre la mare où il est né, avoir besoin de circuler. Et donc, c'est vrai que j'aurais tendance à dire le mieux dans ce genre de situation, c'est d'essayer de voir avec ses voisins si on peut créer une modalité quelconque. Dans un mur, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué. Dans une clôture, c'est souvent plus faisable pour faire en sorte que les petits animaux puissent passer d'un jardin à un autre. Le mieux, c'est dans un bon voisinage, dans une discussion de voisinage, de le faire. Après, si ça peut être mutualisé à l'échelle d'une commune, je pense qu'il faut aller voir la municipalité et voir comment il peut y avoir une forme d'information et de sensibilisation qui est faite, et pourquoi pas une réunion de quartier autour de cet enjeu-là. C'est ce qui a été fait à Rennes dans certains quartiers. Dans le quartier du sud de Rennes, là, pour faire en sorte qu'effectivement, on favorise des corridors au sein de la ville, y compris en plein cœur de ville. Après, est-ce que dans le PLU, plan local d'urbanisme, on peut intégrer ces choses-là? Il ne me semble pas, en tout cas, je n'en connais pas des exemples de ce type-là. Je pense que déjà par la sensibilisation, par l'échange et par le travail collectif, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être faites. Oui, je pense aussi. Mais c'est vrai qu'il faut bien penser que Vanessa et le mec à la commune n'a pas voulu donner suite. En fait, l'échelle qui concerne notre petit territoire, qui fréquente nos jardins, bien entendu, que ce soit les oiseaux, les hérissons, etc., qui vont l'utiliser, même les chats domestiques des quartiers, qui pendant la nuit vont divaguer à des centaines et des centaines de mètres. Donc, ça n'a rien à voir avec notre petite clôture, notre petit terrain. Voilà, je sais pas. C'est vrai que si la commune n'a pas voulu donner suite, de toute façon, elle n'intégrera pas non plus dans son PLU les choses. Donc, soit c'est l'initiative des citoyens eux-mêmes, entre eux, qui réussissent à faire des choses, soit effectivement, ça va à l'échelle d'une commune et ça peut remonter. Plus on est nombreux à le faire remonter à la mairie, mieux c'est. Il y a pas mal de communes déjà qui se sont embarquées dans ces histoires-là quand même. Il y a peut-être aussi faire référence à d'autres communes qui ont commencé à travailler ce sujet des corridors à l'intérieur même du milieu urbain. Oui, où là, il y a des atlas de biodiversité communale qui sont mis en place aussi. C'est l'occasion aussi peut-être de solliciter la collectivité pour agir de ce côté-là aussi, communiquer autour du sujet. Bien, merci à vous deux pour ces éléments de réponse. Je continue de faire le tour des questions. Une question sur la présence de la renoncule au jardin, et notamment au jardin potager. C'est une question de Myriam qui indique que la renoncule peut être assez envahissante dans son jardin, et qui demande si cette plante indique quelque chose, un type de sol dans le jardin, une nature de sol un peu spécifique, ou peut-être sur une pratique en tout cas qui favoriserait la renoncule, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement la contrôler quand elle devient gênante. On pense effectivement au potager. Alors, j'imagine qu'il s'agit de la renoncule rampante. Il y a plusieurs
espèces de renoncules qu'on peut trouver dans le jardin. Enfin, en tout cas, chez nous, sur les sols lourds, argileux, c'est vrai qu'on peut, on peut avoir une présence. Pardon, Laetitia, oui. C'est parce qu'on a été à un moment donné, on t'a perdu, il y a des coupures parfois. Mais ça revient vite, mais il y a quand même un peu de coupures. Il y a des coupures. Oui, donc je suppose qu'il s'agit de la renoncule rampante. Je me souviens bien que dans les premiers moments où j'ai acquis le terrain de ma maison, j'ai été confronté aussi à une renoncule rampante qui avait tendance à se disséminer vraiment beaucoup. Donc moi, comme je le fais pour d'autres espèces, j'utilise la pratique de l'arrachage lorsque sa présence on va dire, va me gêner un endroit. Après, le paillage, un bon paillage sur les endroits où elle est présente, ça s'avère efficace au bout d'un moment aussi. Après, si c'est dans la pelouse, bon, c'est pas toujours simple. Après, la renoncule rampante, c'est une fleur particulièrement attirante aussi pour les cirques, les abeilles, etc. Ça n'a pas que des avantages. Peut-être la faucher avant qu'elle graine aussi pour contrôler un petit peu. Et puis pailler en tout cas sur des endroits de terre un petit peu plus dégagés où elle va avoir tendance à s'installer. Pour le caractère indicateur, j'en suis pas sûr. Hein. Vraiment, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est une plante qui va bien se faire dans les terrains lourds, il me semble. Là, en rampante. Oui, mais je complète Michel, effectivement, la racine assez profonde et pivotante de la renoncule. Du coup, elle participe aussi effectivement à structurer ces terrains lourds, argileux. Et comme le rumex, d'ailleurs, c'est d'ailleurs des plantes qu'on va retrouver. Je te coupe, Laetitia. La racine n'est pas pivotante. Elle n'est pas pivotante. Mais c'est sûr qu'elle est quand même sacrément bien ancrée quand même. Et ça nécessite d'aller la chercher quand même bien en profondeur lorsqu'on veut lâcher. Mais ce n'est pas pivotante. Hein. Elle est difficile, en tout cas, elle est difficile effectivement à arracher, il faut aller chercher loin. On a du mal forcément à la voir et quand on la coupe, la racine, et ben, ça repart aussi de là. Mais effectivement, ces plantes comme le rumex avec ses racines très costauds qui vont chercher loin, elles ont aussi un rôle de structuration des sols et notamment des sols compacts. Donc, ce dont parlait Michel, les sols lourds et argileux, et effectivement, voilà. Après, c'est vrai que quand on fait un potager, elles ne sont pas faciles à enlever. Moi, je pense que, enfin, évidemment, je confirme, hein, la renoncule rampante, c'est une espèce de terrain lourd et de terrain nitrophile, hein, qui sont riches en azote, à l'image aussi des rumex ou des circes, des chardons, ce qu'on appelle les chardons. Voilà, et je pense que du coup, il faut aussi, dans un jardin potager, essayer de faire en sorte que le terrain soit moins lourd, c'est-à-dire l'alléger par l'apport de carbone, entre autres, et qui va permettre à ce que l'humification, c'est-à-dire la transformation de la matière organique, se fasse de meilleure manière et que le sol soit plus léger, et qu'à ce moment-là, de toute façon, on puisse arracher la renoncule plus facilement. En tout cas, la contrôler plus facilement. Dans la partie potagère, je veux dire, si c'est dans la partie plutôt agrément, etc., bon, elle n'est pas forcément, elle présente de l'intérêt, comme l'a dit tout à l'heure Michel, puisque les fleurs de renoncule attirent pas mal d'insectes. Voilà. Mais ça veut dire, si on l'a dans le jardin potager, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer le sol, à mon avis. Dans la même idée, Odin pose une question sur est-ce que c'est compatible, est-ce qu'on peut laisser des adventices, donc voilà, de la fleur spontanée au pied d'arbres fruitiers, type trèfle, chien-dent ou autre, ou est-ce que vaut mieux les enlever? Voilà, est-ce que les deux peuvent cohabiter, arbre fruitier et fleurs spontanées? Bon, là, on est dans un jardin, on n'est pas dans une culture. Voilà, je pense pas, je vois pas trop
sur un pommier bien implanté, je ne vois pas trop la compétition que ça va apporter au pommier. Les racines ne sont pas du tout au même endroit. Voilà, si on a quelques adventices au pied d'un pommier, enfin, je ne trouve pas ça gênant. Ouais, moi, Les vergers sont bien en prairie. Tout un tas de plantes, bon, voilà, il n'y a pas de compétition particulière. ouais, je confirme complètement. Je dirais même que en fait la concurrence est éventuelle lors des plantations. Lorsque les arbres sont encore à un niveau de racine qui est assez faible et qui correspond à celui aussi des plantes herbacées. Mais une fois que les arbres se sont installés, ils vont chercher la nourriture plus loin et ils ne se concurrencent pas avec entre guillemets, les adventices qu'il y a au pied des… Et au contraire, même, elles apportent des choses. Aujourd'hui, il y a des logiques en agriculture, par exemple, de planter des arbres au cœur des légumes, hein, en particulier dans le sud de la France, compte tenu de ce qu'on appelle les vergers maraîchers, et qui permettent justement de combiner à la fois les intérêts des arbres fruitiers qui produisent d'une certaine manière et qui produisent aussi de l'ombre sur la période estivale alors qu'il fait trop chaud, et d'avoir des légumes quand même dessous et qui n'utilisent pas les mêmes ressources du sol. Donc c'est tout à fait évidemment non seulement possible, mais souhaitable d'avoir des plantes au pied de ces pommiers quand ils ont atteint une certaine force. Dans certains cas, il peut y a même, non seulement il n'y aura pas compétition, mais il y aura un apport mutuel en plus, hein, une plante à d'autres, hein, notamment les légumineuses, on sait qu'elles fixent l'azote, etc. Ouais, puis c'est complémentaire en termes de ressources de pollinisation, hein. Oui, Pour les oui, abeilles, quand même, les fruitiers sont pollinisés par les abeilles. Et ces abeilles, pour qu'elles trouvent des ressources tout au long de l'année, parce qu'elles ne se nourrissent pas que des fleurs de pommier au moment où il y a des fleurs de pommier, eh ben, il faut qu'elles puissent trouver des ressources, y compris au pied des pommiers, en complément des pommiers. Donc, non, moi, je les vois vraiment comme un plus, hein. On a une question sur la ronce. Une question de Chantal qui a vu que les ronces de gros diamètre coupées peuvent servir d'habitat aux abeilles. Alors peut-être que vous pourrez nous dire déjà plus généralement l'intérêt peut-être de la ronce au jardin, parce que la ronce a des intérêts multiples, et plus particulièrement pour les pollinisateurs, est-ce que effectivement la ronce peut jouer le rôle d'habitat et de lieu de nidification? Bah, la ronce, c'est une plante extraordinaire, hein, mais bon, alors après, c'est une plante extraordinaire quand on se balade dans le bocage, le long d'une haie, etc. Dans un jardin, bon, en plus, si le jardin est petit, évidemment, on ne va pas laisser développer un immense roncier. Évidemment, si on a un jardin sauvage et très grand, on peut se permettre d'avoir un roncier ici ou là. Dans un petit jardin, bon, il faut malgré tout contrôler. Mais c'est une plante extraordinaire parce qu'en effet, c'est une source de nectar, elle fournit des fruits, etc. Et en effet, la tige, c'est une tige à moelle, en fait, hein, la ronce. Et donc, elle va en effet attirer un certain nombre d'hyménoptères, des toutes petites abeilles, type par exemple une toute petite abeille noire qu'on appelle le pin-fredon. Je ne suis pas un grand connaisseur de la chose, mais c'est une toute petite abeille qui est une prédatrice de pucerons. Donc ça présente un intérêt quand même. C'est une espèce auxiliaire, quoi. Donc oui, les tiges à moelle permettent à certains insectes d'y élever d'y pondre en tout cas. Elles pondent à l'intérieur de la moelle de la tige de la ronce. Moi, je peux juste rajouter d'une part que la ronce, c'est effectivement une plante extraordinaire et qui a des capacités formidables, à tel point que parfois elle peut être un peu envahissante. C'est une espèce qui est préforestière, en fait, qui est symptomatique d'espaces de prairies qui évoluent vers de la forêt, et qui est d'ailleurs en écologie, hein,
et qui d'ailleurs est une espèce qui prépare l'arrivée des arbres qui vont pouvoir s'installer au milieu des ronces et pousser derrière. Voilà. Donc c'est un peu son rôle dans la nature, quoi, de quelque part, entre guillemets. C'est une espèce qui, à la lisière forestière ou dans les clairières forestières, permet l'installation progressive des arbres. Et en termes de présence dans le jardin, bah oui, elle peut jouer plein de rôles. Après, elle peut être contrôlée, elle peut être simplement laissée à certaines limites du jardin, en fonction de la taille du jardin, et avoir un rôle et produire aussi des murs, et ce n'est pas négligeable non plus en termes d'intérêt pour le jardinier, quoi. Juste une chose, quand on parle, parce que j'ai vu, regarde un peu des choses dans le chat, quand on parle d'abeilles, Michel et moi, on ne parle pas forcément de l'abeille domestique uniquement, hein. Il y a 900 espèces d'abeilles sauvages en France. L'abeille domestique n'en est qu'une. Et c'est très important de penser en termes de ressources pour les abeilles dans le sens global, qu'il n'y a pas que l'abeille domestique, donc les ruchers qui vont sur les fleurs. Il y a plein d'autres espèces et qui contribuent de manière très forte à la pollinisation. Et que notre jardin, il doit permettre d'accueillir non seulement l'abeille domestique, mais aussi quantité d'abeilles, dont les bourdons et les abeilles solitaires. Là, dernièrement, il y a les osmies. Les osmies, c'est des abeilles à Kourou là, qui vivent et qui pondent dans les trous de murs, dans les enduits, par exemple, dans les enduits en terre ou dans les murs en terre. Bon, ben voilà, elles étaient en train de chercher leur site de reproduction là, il y a quelques semaines. Là. Ben voilà, elles vont polliniser les fleurs du début de printemps, à une période où les abeilles domestiques sont peut-être un peu moins présentes. Et d'autres espèces, ça va être plutôt à l'automne, là aussi, qui vont contribuer à polliniser d'autres espèces. Donc, quand on parle d'abeilles, nous, on pense abeilles avec un S et on pense à ces multiples abeilles qui vivent et qui contribuent à la pollinisation. Et je rajouterais que la pollinisation, ce n'est pas que l'apanage non plus des hyménoptères, des abeilles, c'est aussi, parmi les hyménoptères, c'est aussi les guêpes, hein. Et puis c'est aussi un certain nombre de mouches, hein, de diptères, d'insectes de la famille des mouches, notamment les cirques, on en parlera peut-être plus tard, et même les papillons, bien entendu, les coléoptères, etc. Voilà. C'est une foule d'insectes en fait qui est concernée par ça. Donc, ouais, ça, je pense que c'est un élément fort, ne jamais penser qu'un service est rendu par une seule espèce dans la nature. La pollinisation, la régulation, manger les pucerons, etc. Ça, c'est des choses qui sont rendues par de multiples espèces. Et donc, plus on a de diversité, plus on aura ces espèces-là qui vont permettre de jouer ce rôle-là. Et donc, ne pas fonder tous ses espoirs sur un type d'espèce, ou encore moins sur une espèce, pour lutter contre telle ou telle. Ça, c'est une vision très humaine, et pas très écologique, dans le sens de l'étude des milieux et de l'appréhension globale du système vivant, que de penser que l'action va être menée par une ou un type d'espèce. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est ça qui en fait l'intérêt. Sachant que les abeilles solitaires et l'abeille domestique ou les bourdons ne mangent pas forcément, ne butinent pas forcément toutes les mêmes espèces de fleurs, et qu'il y a certaines espèces qui vont avoir un spectre alimentaire beaucoup plus restreint que l'abeille domestique ou les bourdons. Michel, est-ce que tu peux compléter sur cette partie-là, effectivement, d'où l'importance d'avoir une flore spontanée assez variée dans son jardin, parce que toutes les fleurs ne sont pas consommées par toutes les abeilles. Oui, quand on parle de diversité végétale, je pense, et de ressources alimentaires, je pense qu'il faut penser, comme tu l'as dit, Jean-Luc, aux périodes de floraison. On a des plantes qui vont fleurir dès la sortie de l'hiver, même avant, et d'autres qui ne fleuriront pas avant la fin de l'été. Et puis aussi, quand on observe les fleurs ont des formes tout à fait différentes. Il y a des fleurs qui se comportent un petit peu comme des zones d'atterrissage, qui sont toutes aplaties, d'autres qui sont extrêmement profondes, d'autres qui sont toutes petites, vraiment toutes petites. Donc le monde des insectes est adapté à tout ça. Il y a des insectes qui apparaissent dès la sortie de l'hiver, d'autres dont on ne verra pas le bout du nez avant la fin de l'été. Et puis, si on prend l'exemple des abeilles, du grand monde des abeilles, donc il y a ce qu'on appelle des espèces langues et des espèces à langue courte. Et donc, il va y avoir des abeilles qui vont être complètement adaptées à un type de fleurs et d'autres à d'autres types de fleurs. Si on observe les papillons, on aperçoit une trompe très longue qui va leur permettre d'aller encore plus loin et donc d'atteindre des fleurs que d'autres insectes ne peuvent pas atteindre. Donc voilà, il y a une sorte d'équilibre entre ce monde des insectes et le monde végétal
une sorte d'adaptation et d'histoire d'amour qui date depuis des millions d'années. On appelle la coévolution, en fait, c'est ça. Entre les insectes et les fleurs, et les plantes à fleurs. Donc, d'où l'intérêt, en effet, d'avoir une grande diversité végétale dans le jardin. C'est intéressant d'avoir une grande diversité végétale, étaler les floraisons, des formes de fleurs différentes. Alors, en tout cas, moi, quand je parle des plantes et des fleurs, je pense à des espèces indigènes quand même en majorité, hein, des espèces sauvages, même si on peut avoir quelques espèces horticoles qui peuvent être intéressantes aussi. Mais bon, c'est sûr que comment dire, les grosses fleurs de jardinier qui sont extrêmement spectaculaires ont rarement un grand intérêt pour les insectes. Ça ne les intéresse pas la plupart du temps. Il y a plusieurs questions autour d'une cohabitation un peu compliquée entre jardin et sanglier. Question de Odin et de Iqui. J'espère que je dis bien votre nom, sinon je m'en excuse. Voilà, avec des jardins qui sont fréquentés régulièrement par des sangliers malgré protection des cultures, du potager. Voilà. Est-ce que nous avons des astuces à partager pour éviter le passage des sangliers dans les jardins? Ben, moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'imagine les dégâts que ça peut faire. Je n'ai pas été confronté, concerné pour l'instant avec ça et ça m'arrange bien. Je connais certaines personnes dans notre entourage, d'ailleurs Laetitia, qui ont été confrontées au problème et ça peut faire en effet beaucoup de dégâts. Bon, j'ai pas. Après, ça dépendra aussi du jardin, de où se trouve le jardin, de la dimension du jardin, comment est fait le jardin. Je ne sais pas précisément, je ne suis pas penché sur la question. J'espère ne jamais être confronté à ça. Tu auras sûrement des chouettes, j'imagine. Ouais, moi je peux. Ouais, c'est un sujet un peu compliqué. Si on a des sangliers dans son jardin, c'est qu'on est déjà dans un espace rural, j'imagine, ou proche d'un espace rural où il y a des espaces boisés, etc. Donc ça doit être un espace sûrement intéressant, et où les sangliers viennent chercher alors, si c'est dans des pelouses, des prairies, parce que parfois ils retournent un peu les prairies aussi, c'est peut-être pas immensément grave. Si c'est dans le jardin potager, ça peut l'être peut-être davantage. Et à part aujourd'hui, puisque quelqu'un exprimait le fait de mettre de l'urine, c'est-à-dire on dit de faire pipi autour du jardin pour quelque part, comme un mammifère sauvage, marquer son territoire. Je sais qu'il y en a qui font ça, y compris pour le chevreuil, mais je ne sais pas si c'est entièrement efficace. Je suis curieux d'avoir le retour des gens sur ce sujet. Parce qu'après tout, oui, c'est vrai que l'espèce humaine, Homo sapiens, c'est une espèce qui a sûrement aussi, comme les autres mammifères, à une certaine époque, marqué son territoire. Et il y a quelques jardiniers qui continuent à le faire, je pense, mais en urinant dans les coins. Et que sans doute, les animaux sauvages, ils sont en partie sensibles. C'est pas impossible, c'est même assez logique. Maintenant, est-ce que c'est efficace par rapport aux sangliers? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Et sinon, il y a la clôture, quoi. Mais c'est vrai que la clôture. Alors après, il y a peut-être aussi une question de période où les sangliers visitent particulièrement les jardins. Il faut peut-être aussi cibler ces périodes-là pour ne pas forcément avoir une clôture tout le temps, mais peut-être cibler une clôture mobile qu'on peut installer en fonction de la période où les sangliers viennent particulièrement sur le jardin. C'est là que l'observation de la nature et de la manière dont les sangliers utilisent l'espace peut être intéressant. Si c'est tout le temps, je pense qu'on ne pourra pas se priver d'avoir une part de clôture, quoi. Voilà. Je ne vois pas autre chose pour l'instant. Alors, le sujet des sangliers et de l'astuce de l'urine, ça peut être lancé dans le forum Café des Mookers. Hein. Il y a peut-être des mookers, d'autres mookers qui ont des astuces, en tout cas qui ont essayé celle-là et peut-être peuvent faire part de leurs résultats. N'hésitez pas à lancer la discussion. Et puis je vois quelqu'un qui me met, oui, en Meuse, si c'est grave, il détruit des prairies, mais moi je parlais de jardinier, hein, je ne parle pas d'agriculteur. Hein.
Un jardinier, il n'a pas un objectif de production, il ne vit pas de son… Voilà, ce n'est pas la même chose qu'un agriculteur, hein. Moi, je différencie bien les deux. Et donc, quand on est jardinier, on peut accepter, il me semble, avoir une tolérance vis-à-vis de certains dégâts d'espèces, parce qu'après tout, ça fait partie de la vie sauvage. Quand on est agriculteur, c'est sans doute plus compliqué. Voilà, c'est bien pour différencier les deux. On a une question sur justement quand on a un petit jardin et qu'on ne peut pas forcément accueillir la ronce, en tout cas de manière importante. Est-ce qu'il y a d'autres manières pour accueillir les pollinisateurs et est-ce que les hôtels à insectes sont une réponse? Ou est-ce qu'il y en a d'autres, des réponses peut-être? Comme on l'a évoqué dans les vidéos, hein, plus on garde d'habitats sauvages, c'est valable pour les nichoirs aussi, hein, plus on a d'habitats sauvages qui favorisent à la fois la présence des espèces tout au long de l'année. Ne jamais oublier que dans l'année, il y a aussi une période qui s'appelle l'hiver. Et que si on veut avoir des insectes au printemps qui jouent des rôles ou qui sont présents et qui donnent de la vie au jardin, il faut qu'ils puissent aussi s'abriter pendant l'hiver. Et donc, en général, c'est les haies, c'est les zones boisées, c'est les tas de bois, c'est les endroits qui sont tamponnés, qui sont avec une température qui permet, où ils se fichent dans le sol ou autre. C'est ces endroits-là qui vont servir de site d'hivernage pour une majorité d'espèces. D'où le fait aussi de mettre des hôtels à insectes ou des gîtes à chrysopes ou à coccinelles pour l'hiver. Mais en fait, de bons gîtes, ce sont des habitats naturels. Les meilleurs gîtes, ce sont les habitats naturels, en fait, et y compris pour la reproduction des abeilles solitaires, etc. Et en ce cas-là, je dirais que si on ne peut pas avoir des habitats naturels, il faut déjà vraiment réfléchir à ça. Si on ne peut pas avoir, après, les nichoirs à insectes, les gîtes à insectes ou les nichoirs oiseaux peuvent être des compléments. Mais ça ne doit pas être l'élément premier qu'on met. Vous voyez, si on a un jardin avec une pelouse bien nette et quelques arbres et qu'on met des gîtes à insectes, je dirais c'est qu'on a raté quelque chose, quoi. Alors que l'objectif… Je préciserai quelque chose autour des gîtes à insectes. On sait tous que depuis plusieurs années maintenant, il y a une certaine mode autour de l'hôtel à insectes. Qui sont plus beaux les uns que les autres, souvent, qui sont très très grands, on les voit même sur les ronds-points des communes parfois. Alors, il vaut bien mieux privilégier des tout petits gîtes insectes disséminés ici et là, donc ici une bûche percée, ici une boîte de tiges creuses, ici, etc., de différents types de gîtes, plutôt que d'installer un gros hôtel à insectes où on trouve de tout. On mélange à peu près tous les types de refuges et qui sont souvent très contre-productifs. Et si ce n'est que c'est parfois un joli objet, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les insectes. Donc, il vaut mieux privilégier des tout petits gîtes à insectes ici et là, disséminés dans le jardin, ici peut-être à l'ombre, ici au soleil, ici à telle hauteur, etc., répartis dans le jardin. Vaut mieux. Dans la dernière séquence du MOOC, la séquence 6, il y a toute une partie dédiée à l'accueil de la vie sauvage. Parce que là, dans la séquence de cette semaine, on est vraiment sur comprendre comment ça fonctionne. Des grandes notions écologiques autour de la faune et de la flore et des habitats. Et dans la dernière séquence, on sera vraiment sur l'accueil, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, en tant que jardinier, je peux mettre en place dans mon jardin. Et il y aura notamment une fiche technique assez détaillée sur l'accueil des petites bêtes au jardin, où on aborde les différentes pistes d'action que l'on a et notamment la place des éventuels gîtes à insectes et effectivement dans quel cas les utiliser et quels sont ceux qui fonctionnent vraiment. Donc ça viendra vraiment en écho à ce que Jean-Luc et Michel viennent de partager avec nous là tout de suite. Alors, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre parce qu'elle est sur la faune du compost. Alors, sachez que la séquence 4 du MOOC est dédiée à l'utilisation des matières organiques au jardin. Et donc, il y aura toute une partie sur le compost.
Donc, là, alors, un micro qui s'est ouvert. Tristan, est-ce que tu peux nous… Voilà, super, merci. Donc, la faune du compost sera abordée dans cette séquence 4. Mais je pose quand même la question parce que voilà, c'est une question qui est assez récurrente. Quand on trouve des gros vers blancs dans le compost, est-ce que ce sont des vers de hanneton ou autre chose? Et est-ce que c'est normal? Je ne sais pas si l'un de vous deux… La plupart du temps, je pense qu'il s'agit plutôt de l'arbre de cétoine dans le compost, il me semble. C'est ce qui me semblait aussi. Et il y a quelqu'un qui a répondu en fait. Il y a quelqu'un qui a répondu pour les vers dans le compost: hanneton, grosse tête, petite fesse; cétoine, grosse fesse, petite tête. Et alors voilà, chez moi, les larves de hanneton sont présentes partout dans le jardin, dans la prairie, dans la pelouse, etc. Je vais en trouver un peu partout, mais la larve de cétoine est plutôt dans le compost. Bon, après, ce sont deux gros coléoptères, ce sont des larves qui se ressemblent. Il y a en effet des différences, comme indiqué dans le fil de discussion là. Et oui, alors ce n'est pas les mêmes impacts non plus. La cétoine, oui, la larve est plutôt des détritivores, d'où le fait qu'elle vive dans le compost. Alors que la larve de hanneton peut effectivement générer des dégâts sur les racines, entre autres. Donc oui, surtout ne pas forcément tuer ces espèces-là. Au contraire, les cétoines, c'est des beaux insectes, magnifiques insectes qui vont sur les fleurs à la période bientôt, ils vont pouvoir émerger. Et donc, oui, c'est pas du tout un problème, en fait, ces larves dans le compost. C'est leur lieu de vie, tout simplement. C'est un peu impressionnant, hein, c'est des gros machins, mais non, mais c'est super intéressant. Ça fait partie du fonctionnement de la nature et de la dégradation de la matière organique qui est absolument nécessaire à la vie. On la voit dans le compost, mais ça se voit ça existe partout sur l'ensemble des milieux naturels, cette nécessaire dégradation de la matière organique pour la transformer en sels minéraux et en éléments vitaux pour la vie, pour l'ensemble des végétaux. Il y a une question sur, je pense, voilà, Jean-Luc, qui va bien te parler par rapport à une expérience récente dans ton jardin, qui est sur comment on passe d'un jardin pelouse à un jardin plus naturel. Quelle stratégie on peut avoir pour que la transition se fasse, en fait. C'est une question de Mélanie qui demande voilà, comment passer d'un jardin pelouse à un jardin plus diversifié. Alors, je crois que tu es en train de tester le jardin sans pelouse, toi, complètement même. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, j'ai pas très envie en fait de m'occultiner une question de tonte tous les 10 jours dans le jardin. J'ai pas un jardin énorme non plus, hein. Je suis sur un espace où il y a plein d'espaces nature, mais dans le jardin privé qui est au pied de chez moi, là, effectivement, je n'ai pas mis de pelouse. Je suis parti d'une terre nue et à partir de là, j'ai regardé un peu ce qui poussait naturellement. Il y a forcément une banque de graines dans le sol. Donc cette banque de graines peut s'exprimer avec des espèces qu'on a envie ou pas d'avoir, hein. Et là, on va pouvoir faire des choix. Ça suppose quand même de les observer, de les connaître. Et moi, effectivement, dans la question de transition, j'ai ramené des espèces qui me semblaient intéressantes, que je voulais avoir dans mon jardin. J'ai aussi créé un petit talus, une diversité de milieux, ramené un peu de bois, fait en sorte d'aménager, jardiner un peu, puisque voilà, on peut utiliser ce terme-là, et en ramenant soit des plants, soit des graines que j'ai prélevées dans le territoire et que j'ai installées et qui poussent ou pas d'ailleurs, ou pas bien, et qui permet d'avoir un jardin beaucoup plus riche en espèces. J'ai 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, je pense, de jardin là, et l'année dernière, j'avais 120 espèces de plantes sur cet espace-là. Alors évidemment, tout ne va pas reprendre, parce qu'après, il y a la question de l'entretien de ça. Donc ça suppose quand même de reconnaître les espèces à l'état de pousse, c'est ce qu'on garde, c'est ce qu'on ne garde pas. Il y a un très bon d'ailleurs 4 saisons de jardinage, la dernière, sur les pousses et sur le fait effectivement de les garder ou pas au jardin. Donc ça suppose de les connaître. Et voilà. Ouais. Donc effectivement, on peut
à la fois utiliser la banque de graines du sol, la manière aussi, les plantes qui vont arriver naturellement, amenées par le vent, amenées par les oiseaux, amenées par les insectes, et qui vont enrichir ce jardin en espèces. Et puis, on peut apporter par sa propre main des espèces qui nous paraissent intéressantes et qui correspondent et qui sont adaptées au terrain dans lequel on vit. Donc, c'est plutôt des espèces de l'environnement proche. Ouais. Et là, on peut être surpris. Et après, il y a une dynamique naturelle qui se met en place. Voilà, je ne maîtrise pas tout. Hein. Il y a la marguerite, par exemple, que j'ai ramenée, ben, elle se ressème partout. Et du coup, ça fait un jardin qui est hyper riche, évidemment derrière aussi en insectes et en oiseaux, etc. Alors pour prendre mon exemple, moi j'avais une pelouse classique hein, quand je suis arrivé aussi. J'ai choisi de supprimer une petite partie de cette pelouse pour semer une prairie avec un choix de plantes adaptées au sol qui était là, quoi. Donc avec quelques graminées et puis quelques plantes type marguerite, etc. Et donc je vois bien comment évolue ma pelouse aujourd'hui, qui n'est plus du tout une pelouse, hein, qui est une prairie extrêmement fleurie. Parce qu'il y a une dissémination des graines de la prairie vers la pelouse, plus les apports externes, comme le disait Jean-Luc, plus les plantes que je laisse pousser au pied des haies, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la pelouse s'apparente vraiment à une prairie. Et puis, comme je la tombe moins souvent aussi, je laisse davantage la flore s'exprimer. Et donc, je me retrouve en présence de bugles rampants, de lyres terrestres, de pâquerettes, de marguerites, de primes verts, coucou, etc., etc. J'en passe. Une chose à dire aussi, c'est que ce qu'on vend souvent dans le commerce sous l'angle de prairies fleuries, c'est-à-dire des plantes du type coquelicot, bleuet, niel des blés, ce ne sont pas des plantes de prairie en fait. Ce sont des plantes de culture. Ce sont des plantes qui sont des messicoles, qui sont des compagnes des cultures, des céréales en particulier. Et donc, elles sont adaptées à un sol qui a été remué, qui a été perturbé. Et lorsque la prairie s'installe, c'est-à-dire la prairie, c'est une végétation qui est permanente. Hein. En fait, une pelouse, c'est une prairie qui n'a pas poussé. Hein. Enfin, je vais assez vite, mais le raigrand anglais, si vous le laissez pousser, vous l'avez semé dans votre pelouse, il va donner une prairie. Hein. Donc, il n'y a pas de différence énorme entre pelouse et prairie, sauf que le fait de couper régulièrement fait que certaines espèces ne peuvent pas fleurir et donc ne peuvent pas s'installer. Donc, effectivement, laisser déjà pousser une pelouse, ça va donner une partie de prairie et progressivement l'enrichir, ça va permettre de la transformer déjà. Donc, une partie de votre jardin, la laisser évoluer en prairie et avoir les outils qui permettent de couper, parce que voilà, la tondeuse n'est peut-être pas adaptée dans ces cas-là. Ben, c'est déjà faire des découvertes d'espèces, de fleurs que vous n'avez peut-être pas remarquées et qui existent pourtant dans la pelouse. Je pense à l'aquilée millefeuille, par exemple, ou d'autres espèces qui existent dans les pelouses, mais qu'on ne repère pas forcément si on ne laisse pas les plantes aller jusqu'à la floraison. Donc, juste pour l'histoire de coquelicots, bleuets et tout, c'est logique que si vous semez une année, elles poussent, mais l'année suivante, elles sont très vite concurrencées par les prairiales qui vont s'installer et qui vont les empêcher de repousser. Si vous voulez avoir à nouveau des coquelicots et des bleuets, il faut remuer votre sol. C'est un petit peu de travail quand même chaque année quand on veut garder une prairie de plantes annuelles, en somme. Exactement, ouais. Il y a une part de ça. Il y a toujours, dans la nature, il y a une part de perturbation assurée par des animaux, par des choses de ce type-là, qui font que le sol peut être remué et que ces espèces-là, qui sont adaptées à des sols remués, qu'on appelle les plantes pionnières, vont pouvoir s'installer. Et souvent, les annuelles sont assez pionnières comme ça, en capacité de coloniser rapidement un milieu. Et c'est le cas de ces espèces-là, quoi. Par contre, une fois qu'une prairie est installée, leur place est plus délicate, plus difficile. Et là, on va voir arriver plutôt des trèfles, du sainfoin, des espèces qui sont vraiment adaptées, ou la marguerite, ou la pimprenelle, qui sont des espèces de prairies, quoi, de prairies permanentes. Il ne faut pas oublier non plus que la prairie, la plante principale d'une prairie, c'est les graminées. Hein. Clairement. Donc, ce sont les graminées. Donc, un gros pourcentage. Alors, quand on dit la graminée, il y en a plusieurs. Il peut y avoir un nombre très impressionnant d'espèces de graminées. C'est une diversité aussi, hein, les graminées dans une prairie. Donc, évidemment, les plantes annuelles n'ont pas leur place
dans une prairie parce que le sol, il peut s'installer, quoi, dans des sols remués, des sols pionniers, voilà, et puis c'est là qu'elles vont s'installer, pas sur eux. Du coup, les coquelicots bleuets peuvent être aussi aux abords même du jardin potager, par exemple, puisque là, le sol est souvent remué. Et là, on peut mettre ces espèces-là qui sont adaptées du coup, à ces sols un peu modifiés, quoi. Et qui sont des espèces voilà, je le rappelle, qui sont des espèces qu'on appelle messicoles, compagnes des moissons, en fait, compagnes des céréales. D'ailleurs, pas mal d'espèces ont été introduites avec les céréales venant du Moyen-Orient. Donc, ils vont se ressemer aussi très facilement dans tout ce qui est interstice, tout ce qui est faille, pied de mur. Ouais, tout à fait. Le coquelicot, c'est une espèce typique. On la trouve dans les champs, mais on la trouve aussi dans les bords de route, là où ça a été remué. On ne la trouve pas dans les prairies. Le coquelicot, on ne le trouve pas dans les prairies. Donc, ce qu'on vend comme prairie fleurie avec des coquelicots, ce n'est pas une prairie. Sachant que les graminées ont aussi un intérêt. Alors, c'est vrai qu'il y a un engouement pour ces mélanges de prairies fleuries qui sont très colorés, visuellement, qui sont très, très sympas. Mais dans ces mélanges, il n'y a pas de graminées, alors que les graminées ont aussi une importance et qui n'est pas des moindres pour la faune sauvage. Je pense aux criquets, je pense aux araignées, à certains papillons aussi qui vont pondre sur des graminées. Est-ce que Michel et Jean-Luc, vous avez… Parce qu'effectivement, dans ces mélanges, on élimine les graminées, comme si que… Ouais, c'est vrai. Les graminées, c'est comme l'a dit Michel, c'est le fond de végétation de nos espaces ouverts globalement. En forêt, il y en a un peu moins, voilà, en espace forestier, en mare, en zone humide, un peu moins aussi, mais dès qu'on a des espaces ouverts terrestres, c'est vraiment les espèces qui font la majorité de la biomasse végétale, quoi. Et il y en a des quantités d'espèces qui sont adaptées à chacun des milieux, à chacune des conditions de vie de chacun des milieux. Et ces graminées, même si elles ne sont pas essentielles du coup pour les pollinisateurs, puisque leur pollinisation se fait par le vent, par contre, elles peuvent accueillir de quantités d'espèces d'insectes que tu as citées, entre autres. Oui. Bien sûr, c'est une ressource indispensable pour quantité d'insectes, bien sûr. Je recommande à chacun ici de se mettre à quatre pattes dans une prairie naturelle au mois de juin, à voir les différentes inflorescences qui existent dans le monde des graminées, c'est impressionnant. Il y en a vraiment de toutes sortes. Et puis, pensez aussi à cette odeur qu'on a au mois de mai-juin, cette odeur de prairie caractéristique, elle est donnée par la flouve, qui est une graminée qui pousse dans les prairies. Donc voilà, c'est un monde quand même qui est aussi très, très intéressant. Et beaucoup des papillons, beaucoup d'espèces de papillons du jardin se reproduisent sur les graminées. Le tyrcis, la mégère, le fadet commun, l'amaryllis, etc. Toute cette famille des papillons un peu marron-orangé, là, on appelle les satyrides, eux se reproduisent pas exclusivement sur les graminées. Alors certaines même sur un ou deux types de graminées très précises. Ouais. Oui, là c'est pareil, il faut distinguer aussi dans le cycle de vie des espèces, qu'on trouve d'ailleurs sur le MOOC, les chenilles donc, de papillons sont souvent un ou une espèce ou un groupe d'espèces qui sont leurs plantes hôtes, alors que les adultes, eux, vont aller sur les fleurs. Mais les larves, les chenilles, donc, peuvent être effectivement sur les orties ou sur les graminées, par exemple. Oui, bien sûr. Et donc du coup, ont besoin de ces espèces-là pour leur cycle de laisser des endroits. C'est important de conserver aussi des zones de graminées qui ne sont pas systématiquement complètement broyées. La chrysalide va faire son cycle ensuite. Donc, c'est de laisser au pied des arbres, je ne sais où, quelques graminées s'exprimer jusqu'à la fin de leur cycle. C'est bien aussi, même à la mauvaise saison, parce que ça va offrir un refuge pour plein de petits animaux dans le jardin. Ouais, il y a quelqu'un qui met aussi la question de la fauche, parce que dans la gestion des espaces naturels, on dit souvent que
parce que quand même, enfin, en tout cas en Bretagne, je peux vous dire que globalement, nos terres sont très enrichies par l'activité agricole, par les engrais, etc., au point que ça favorise un certain type d'espèces qu'on appelle nitrophiles qui vivent dans des secteurs liés à l'azote. Et globalement, si on veut enrichir un peu son jardin, il faut appauvrir le sol. Ça paraît un peu bizarre comme manière de penser, mais un certain nombre d'espèces sont liées à des milieux relativement pauvres en nutriments. Et c'est vrai que ce qu'on appelle la fauche avec exportation, faire du foin, autrement dit, va permettre, c'est-à-dire qu'on va exporter de la matière qui ne va pas être ramenée dans le sol et qui ne va pas la nourrir à nouveau, va permettre à certaines espèces, du coup, de trouver de la place parce qu'elles vont trouver des conditions de vie plus défavorables pour les espèces nitrophiles. Donc, on n'aura plus les espèces nitrophiles qui vont pouvoir, et ça va laisser la place à d'autres espèces. Donc, oui à l'idée de faire du foin, de faucher, d'exporter, d'utiliser ce foin pour du paillage ailleurs, etc. Et faire en sorte, du coup, de diversifier un peu les conditions de vie dans le jardin. Dans le jardin potager, on cherche à enrichir le sol. Sur le reste du jardin, il n'y a pas de raison forcément d'enrichir le sol. Une question sur la consoude. Une question de Ludovic qui demande si la consoude est une plante sauvage ou une plante importée. Donc, sauf erreur de ma part, il y a plusieurs espèces de consoude. Michel, est-ce que tu peux apporter des éléments? Alors, oui, en effet, il y a plusieurs espèces de consoude. Alors, je pense notamment à une espèce là, qu'il vaut mieux éviter de mettre au jardin. Parce que, alors, je ne suis pas sûr de son nom, il me semble qu'elle a un nom barbare, genre Oxy 14 ou quelque chose comme ça, ou consoude de Russie, je ne sais plus. Mais elle est extrêmement envahissante, elle devient rapidement incontrôlable et on ne peut plus s'en débarrasser. Alors elle fait de très très belles fleurs bleues, elle produit beaucoup de feuilles, ce qui est intéressant, on pourrait utiliser pour faire du purin de consoude au potager, mais après on n'arrive plus à s'en débarrasser. Vaut mieux privilégier la consoude qu'on rencontre dans nos milieux naturels, dans notre environnement, hein. La grande consoude, il me semble. Après, il y a d'autres consoudes un petit peu horticoles, comme la consoude naine, qui va se plaire en couvre-sol dans les zones d'ombre du jardin, par exemple. Voilà ce que je peux dire sur la consoude. Mais attention à la fameuse consoude qui fait des fleurs bleues, dont je ne suis pas sûr du nom et qui est vraiment, qui va vraiment donner beaucoup de fleurs, beaucoup de feuilles, tout ça. Mais par contre, alors là, attention. Et après, il y a la consoude officinale quand même, l'espèce locale, qui, elle, est une espèce présente en France, en tout cas en Bretagne, oui, de manière. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres espèces de consoude, parce que dans le milieu méditerranéen, il y a peut-être d'autres espèces, mais ça, je ne peux pas vous dire. Mais ici, c'est une espèce qui pousse assez facilement dans les milieux un peu frais, pas loin des bords de rivières ou des zones un peu humides. Et elle est tout à fait adaptée au climat local et on peut l'utiliser aussi en purin et on peut la manger, la consommer aussi d'ailleurs. Avec modération, mais on peut la consommer. Alors, on a pas mal parlé pelouse, prairie, plantes sauvages au jardin. Autre habitat qui a de multiples intérêts dans un jardin, la mare. Michel, tu as des mares dans ton jardin et il y a une question sur est-ce qu'il y a une taille minimale pour que la mare soit, on va dire, fonctionnelle? Je suis désolé, Laetitia, ça a coupé, je n'ai pas entendu ta question. La question est, est-ce qu'il y a une taille minimale pour qu'une mare dans un jardin soit fonctionnelle, pour qu'elle accueille des espèces, qu'elle joue un rôle dans l'accueil de la vie sauvage? Ou est-ce qu'une petite mare dans un petit jardin a déjà des intérêts? Ah oui, absolument. Et inutile de faire une très grande mare. Bon, il suffit, moi, je prends simplement l'exemple de mon cas, mon jardin, où j'ai commencé par une petite mare, après j'en ai fait deux petites, mais la mare est vraiment de taille très, très, très modeste et elle accueille une diversité énorme.
plusieurs espèces d'amphibiens, de nombreux insectes, mollusques, etc. Enfin, une très très grande diversité. Tous les oiseaux du jardin viennent s'y baigner, viennent boire. C'est un vrai, oui, c'est extrêmement riche, un petit paradis pour toute la faune du jardin. Et donc, non, la taille. Et d'ailleurs, lorsqu'on décide de faire, lorsqu'on a un terrain plus grand, assez grand, lorsqu'on veut faire une grande mare, moi je privilégie la petite mare. Ce qui est plus intéressant, a priori aussi pour les populations d'amphibiens. Certaines études qui l'ont montré, il me semble, notamment pour les populations de tritons, qui d'une nuit à l'autre vont de mares en comme ça. Il suffit d'ailleurs de se balader dans vos attentions où on marche dans le jardin, il y a des tritons partout en fait. Donc plutôt 2 petites mares qu'une grande mare. Voilà, ça circule beaucoup, ça va de mare en mare, suffisant. Il faut juste essayer de faire en sorte qu'elle ne s'assèche pas complètement et qu'on conserve une petite zone un petit peu plus profonde, on va dire de 80 cm par exemple de profondeur. Michel, il y a quelqu'un qui demande quelle est la dimension d'une petite mare. Toi, la tienne, elles font combien à peu près? Alors, il y en a une qui est grande comme qui fait à peine 1 mètre carré. Il y en a d'autres qui doivent faire, je ne sais pas, je dirais 4-5 mètres carrés, quoi. Voilà, c'est pas davantage. Hein. C'est pas davantage. Et elles sont vraiment très, très riches, quoi. Ouais, puisqu'il y a. Vraiment très, très riches. Si on parle des amphibiens, il vit plusieurs espèces de grenouilles, plusieurs espèces de tritons, la salamandre, le crapaud, la rainette y passe aussi. Donc voilà, Et pourtant, je ne vis pas au milieu d'une forêt, hein, je vis dans un milieu résidentiel. Voilà. Donc, et je ne les ai pas fait venir, je précise qu'il est interdit de faire venir des amphibiens dans une mare, de transporter un amphibien d'une mare à une autre. Ils viendront tout seuls si elles s'avèrent accueillantes. Ouais, je pense que les mares, il y a quelqu'un qui pose aussi la question, combien de profondeur? C'est pas forcément hyper profond, une mare. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir de la végétation au bord de cette mare, de la végétation aquatique, et d'avoir des pentes qui soient pas trop fortes, quoi, qui permettent aux insectes, aux animaux, aux Oui, amphibiens d'y aller, quoi. Donc, c'est pas la peine d'avoir des grandes profondeurs. Par contre, c'est effectivement la question, est-ce qu'il y aura de l'eau quand même toute l'année ou oui, pas? il faut varier les profondeurs déjà d'une part aussi parce que je pense qu'il faut qu'il va s'installer aussi. En plus de l'accès pour certains animaux, une pente douce va permettre l'installation de végétaux dits hélophytes, hein, les végétaux qui poussent les pieds dans la vase ou dans l'eau, hein, sur le bord de la mare. Donc, il faut varier les profondeurs et juste avoir une zone un petit peu plus profonde quoi, pour éviter l'assèchement complet qui peut arriver tôt en saison, même des fois. Une chose importante à dire aussi, c'est que de notre point de vue, les mares, ce n'est pas des zones pour les poissons. Voilà, si on veut avoir des poissons, si on a des poissons, du coup, on n'aura pas d'amphibiens parce que l'un et l'autre, les poissons, la majorité des poissons consomment les œufs des amphibiens ou les larves ou les têtards. Donc les mares, c'est vraiment un milieu fait pour les amphibiens qui sont capables du coup de vivre, de se reproduire dans la mare et d'aller passer une partie le reste de l'année dans la haie, dans le bois, dans les milieux terrestres qui bordent la mare. Et c'est vraiment, la mare, c'est le milieu fait pour les amphibiens, enfin pas que les amphibiens, aussi pas mal d'insectes, mais beaucoup plus que pour les poissons. Les poissons, c'est plutôt les étangs, les lacs et les cours d'eau. Oui, alors dans un étang, dans une mare poissonneuse, vous allez quand même pouvoir voir des grenouilles vertes, mais elles ne vont pas s'y reproduire. Passeront. Et puis, alors, il y aura juste le crapaud commun qui a des têtards, on va dire, un petit peu venimeux, là, qui lui va pouvoir se reproduire. Mais alors, pour les tritons, la rainette et tout ça, il faut oublier. Ils vont
ne pourront pas vivre là, l'université en fait. Et pour les moustiques, puisque la question est posée, on l'évoque aussi dans la vidéo en disant que si le milieu est équilibré, ce qui ne se fait peut-être pas forcément la première année, hein, il faut le temps que la mare s'installe, que la végétation s'installe, que les animaux s'installent. Logiquement, il y a une régulation qui se met en place et qui évite qu'il y ait une prolifération de moustiques. Et dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux plutôt regarder si vous n'avez pas laissé une bassine d'eau quelque part, etc. Où là, par contre, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de prédateurs, etc. Et là, c'est là que se font les proliférations de moustiques. Bien plus dans les bacs à eau laissés ici ou là, ou les zones où on a oublié une bassine, hein, voilà. Et ça, là, c'est des zones à prolifération de moustiques, bien plus que les mares diversifiées. Voilà, et puis pensez à couvrir vos récupérateurs d'eau de pluie aussi. Oui, pareil, récupérateurs d'eau de pluie, c'est des nids à moustiques, hein, s'ils ne sont pas couverts. Toujours autour de la mare, on a une question sur l'entretien de la mare. Est-ce que il y a une question, on demande si il faut renouveler régulièrement l'eau de la mare, le fait qu'elle soit stagnante, est-ce que voilà, quel est l'entretien préconisé de la mare? Alors, pour mon exemple personnel, chaque année, c'est indispensable. On n'imagine pas la quantité de matière en une saison qui apparaît. Donc, une mare, ce n'est pas un milieu naturel, hein, c'est un milieu semi-naturel, voire artificiel, qui très vite, surtout si c'est une petite mare, va se refermer très très vite. Hein. La matière organique va s'empiler, la végétation va en profiter, va se développer, et puis finalement, il n'y aura plus d'eau libre. Donc, il faut réaliser un entretien chaque année. Alors, moi, je le fais systématiquement en septembre, c'est la période on va dire, où il y a le moins de vie dans la mare. Donc, alors, ça ne consiste pas à enlever toute la végétation, surtout pas. Il faut juste, on va dire, sur une petite mare, si on enlève un tiers de la végétation à cette période de l'année chaque fois, c'est plutôt bien. Mais il faut évidemment conserver une partie de la végétation parce que c'est là que beaucoup d'animaux ont pondu. C'est le refuge pour toutes les petites larves qui vivent dans la mare. Donc, c'est plutôt à cette période-là, mais il faut le faire, c'est indispensable. Je ne sais plus, il y avait autre chose dans la question. Oui, s'il y a des risques de maladie du fait que ça soit une eau stagnante. Ah, de maladies pour nous bah, moi, personnellement, l'eau de la mare se renouvelle, hein, très régulièrement. Elle est alimentée par la gouttière de la maison. Donc, à chaque fois qu'il pleut, eh bien, il y a de l'eau qui arrose la mare, donc il y a un renouvellement permanent. Et il y a un petit exutoire ensuite qui s'en va dans le regard d'eau qui vient un petit peu plus loin. Donc, l'eau est renouvelée en permanence, elle est très très claire. Il y a une eau qui stagne et qui est ensoleillée va privilégier un développement d'algues, etc. aussi, de matière, etc. Donc, après, la maladie sur un petit plan d'eau. Quand on parle de maladie dans les milieux aquatiques, il s'agit souvent plutôt des gros milieux aquatiques rondins qui peuvent transmettre la leptospirose, mais une toute petite mare de jardin, ce n'est pas vraiment le cas. Je te laisse compléter, Jean-Luc. Moi, vu le nombre de naturalistes qu'on connaît qui passent leur temps dans les mares et qui mettent les mains divers, et pas que dans les mares et qui n'ont jamais eu de problème de quelque sorte que ce soit, je pense que je ne parle pas des gamins de ces naturalistes qui font la même chose. Donc, je pense que non. En fait, c'est aussi la question de l'équilibre du renouvellement de l'eau et de l'équilibre du fonctionnement de la mare. Si vous avez de la végétation aquatique qui favorise l'oxygénation de l'eau, vous n'allez pas avoir une mare croupissante, vous allez avoir une mare qui est vivante.
Si vous avez des larves de libellules, des ditiques, des notonectes, vous allez avoir un ensemble d'animaux, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas miser que sur une espèce qui va éliminer les larves de moustiques. C'est un ensemble d'espèces qui vont se nourrir des larves de moustiques et qui vont éviter la prolifération des moustiques. Mais pour ça, il faut avoir de la végétation, c'est la base, donc un habitat qui soit riche en végétation. Et il faut avoir du coup derrière un ensemble, un écosystème, quoi. On crée un écosystème quand même, du coup, et on favorise tout un ensemble d'espèces qui vont contribuer à la régulation, à l'oxygénation de la mare et éviter ces problématiques à la fois d'eau croupissante et de moustiques. Il faut se rappeler aussi que, comme dans le sol, dans la mare, il y a aussi des animaux qui ont ce rôle de décomposeur. Oui, tout à fait, il y en a plein. Voilà. Il y a tout un écosystème, hein, c'est ce qu'on dit. Il y a des espèces qui, pour toute fonction qu'il y a dans tous les écosystèmes. Donc effectivement, plus on a tendance à simplifier l'écosystème, plus on limite en fait le rôle ou la place de l'importance de l'un ou de l'autre. Donc si on enlève les plantes de berge, si on tombe jusqu'au bord de la mare, les libellules ne pourront pas sortir de la mare et du coup on n'aura pas de libellules à venir s'installer, qui jouent un rôle très important. Les larves de libellules sont des grands consommateurs de moustiques par exemple. Donc effectivement, il faut un peu appréhender la mare comme étant un écosystème, pas juste un bassin. En fait, c'est pas un bassin, une mare. C'est un écosystème dans lequel il y a, alors qu'on entretient, comme l'a dit Michel, une fois par an en période d'étiage, quand il y a moins d'eau, c'est plus facile d'y accéder, etc. Mais sinon, qui doit être vivant et riche en diversité. Plus il sera riche en diversité, moins il y aura de problématiques diverses et variées. Bon, sans transition, on a une question sur le nourrissage. A-t-on besoin de nourrir les oiseaux? Alors, il y a des points de vue différents les uns des autres là-dessus. Moi, je dirais tout de suite, dans la continuité de ce que je viens de dire, que c'est que plus le milieu est diversifié, plus vous allez aussi, et si vous avez laissé des espaces un peu où la végétation a poussé, où les prairies se sont développées, où les arbres et les haies sont présents, vous allez avoir de la ressource naturelle. Plus on favorise dans son jardin de la ressource naturelle, plus on peut effectivement alimenter non seulement les oiseaux, mais les insectes ou favoriser des zones refuge, etc. sur l'hiver. Et donc, le nourrissage, à la limite, c'est un peu à l'image des nichoirs ou d'autres, c'est des éléments qui peuvent être complémentaires en période de disette, par exemple, mais surtout ne pas faire un nourrissage toute l'année. Alors ça serait contre-productif. Le nourrissage, moi, je considère qu'on peut le faire éventuellement en période d'enneigement, par exemple, important, où l'accès aux ressources naturelles est compliqué. Mais globalement, il ne faut pas que ça remplace en fait la capacité des oiseaux à s'alimenter directement dans le milieu naturel. Alors d'une part chez vous, mais pas que chez vous, parce que les oiseaux, ils ne fréquentent pas qu'un jardin, hein, ils fréquentent un ensemble de milieux sur un territoire. Et donc, il faut le penser comme ça. Mais voilà, en tout cas, le nourrissage, là, comme l'intérêt aussi quand même premier, c'est de pouvoir voir les espèces. Voilà, souvent, les gens disent, ça me permet de voir les espèces, c'est un beau spectacle, c'est vrai, mais on peut aussi mettre un petit bassin dans son jardin. Si on a une mare, les oiseaux viennent s'y baigner. C'est aussi un magnifique spectacle, hein. On peut aussi voir, si on a laissé des graines en bout de ces... voilà, les chardonnerets, moi, ils viennent tout l'hiver. Les chardonnerets viennent tout l'hiver s'alimenter des graines que j'ai laissées sur certaines tiges d'onagre, par exemple, ou d'autres. Et c'est des sortes de mangeoires, sans que j'y ai mis des graines, hein. Donc voilà, sur le nourrissage, en tout cas, ne pas rendre les oiseaux dépendants de notre nourrissage. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Comme tout à l'heure pour les petites bêtes, l'accueil des petites bêtes au jardin, dans la séquence 6, il y aura aussi une partie sur l'accueil des oiseaux au jardin. Et il y a des éléments justement sur le nourrissage avec des points de vigilance sur les impacts négatifs que peut avoir le nourrissage sur les oiseaux. Donc tout ça, c'est décrit parce qu'il y a des impacts multiples, que ce soit la transmission de maladies ou la prédation aussi par les chats qui repèrent en fait assez facilement les attroupements d'oiseaux.
Donc ça, vous retrouvez ça dans la dernière séquence du MOOC. Et il y a une question toujours sur les oiseaux. Est-ce qu'il faut vider les nichoirs tous les ans? Pense effectivement à l'entretien nécessaire des nichoirs. Michel, est-ce que tu entretiens tes nichoirs? Je sais que tu as quelques nichoirs dans ton jardin. Est-ce que tu les vides? Est-ce que tu les nettoies d'une année sur l'autre? Alors, les nichoirs, il est recommandé en effet de les vider, de les nettoyer. Chaque année. Moi, je ne le fais pas systématiquement. Je sais aussi que c'est utilisé par les oiseaux l'hiver. Je l'observe l'hiver, quand les oiseaux certains oiseaux passent la nuit dans les nichoirs pour se réfugier. Il me semble que c'est quand même, ça doit être fait quand même. Bon, déjà, on imagine qu'il y a un empilement d'année sur l'autre aussi des nids. Je pense notamment à un nid de mésange, ça peut rapidement monter comme ça. Je pense que oui, il faut le faire, même si moi, je ne le fais pas systématiquement tous les ans. Ouais, moi, ce que je peux juste rajouter là-dessus, moi, je pense qu'on peut le faire, effectivement. La question qu'on peut se poser, c'est que les oiseaux du cavernicole du type des mésanges, dans la nature, quand ils vont nicher dans un arbre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nettoie le nichoir après? Je pense que non. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément réutiliser cet endroit-là. Parce qu'en fait, c'est aussi des nids à parasites, en fait, ces espaces-là. Et on sait, par exemple, sur les colonies d'oiseaux, globalement, que le parasitisme joue un effet sur les populations et du coup, elles bougent pour faire en sorte que les parasites meurent et qu'elles puissent revenir sur les mêmes nids une fois que les parasites sont morts. Donc, les oiseaux ont une tendance comme ça à utiliser des nids différents, y compris à chaque reproduction au cours de la même saison. Parce qu'une mésange peut nicher 2 fois, voire 3 fois dans l'année, et nicher dans des endroits différents, ce qui permet de limiter aussi ces questions de parasitisme pour les adultes, mais surtout pour les jeunes. Au moment de voilà. Donc effectivement, comme on veut avoir des oiseaux tous les ans, on nettoie son nichoir. Mais dans la nature, évidemment, les nids naturels ne sont pas nettoyés et les animaux s'en sortent très bien parce qu'il y a une diversité de sites de reproduction. Voilà. Faut toujours se mettre dans la situation de penser comment ils font sans nous. Ils font quand même beaucoup de choses, et la majorité des choses d'ailleurs, sans nous. Et donc, voilà, c'est toujours intéressant de se poser cette question-là. Ils ne sont pas dépendants de l'être humain, pas totalement en tout cas. Il y a plusieurs remarques sur les chats, l'impact des chats sur la biodiversité de jardin, sur les reptiles comme sur les oiseaux. Donc, Michel, je crois que tu as un chat, donc c'est pas incompatible d'être jardinier naturaliste et d'avoir un chat, apparemment. C'est pas bien de dénoncer les gens comme ça, Laetitia. Alors, c'est le chat de ma fille, en effet. Et j'étais convaincu depuis longtemps que les chats posent un certain nombre de problèmes dans les jardins. Il suffisait d'observer que déjà tous les chats du quartier venaient se donner joyeusement rendez-vous dans mon jardin. Maintenant, il y en a un autre. J'en suis pas extrêmement fier, même si je l'aime bien, parce qu'il faut l'avouer, ça fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. J'ai beau réfléchir à comment faire pour limiter l'impact, notamment en ce moment là, sur les nids. Quand les jeunes oiseaux vont commencer à quitter les nids, c'est infernal. Voilà, donc c'est un impact énorme sur les lézards aussi. Donc, j'en ai pas moi-même dans mon jardin, mais lorsqu'on a un mur ensoleillé où il y a des populations de lézards, ça peut s'avérer catastrophique. J'observe les chats aussi être à l'affût des grenouilles au bord des mares aussi. Je ne parle pas des musaraignes et autres rongeurs,
évidemment. Donc, voilà, oui, c'est ça. Et donc, oui, il ne faut pas se voler la face, c'est un problème. Alors, comment limiter On peut lui installer une clochette, mais je ne suis pas sûr que ça soit si efficace que ça. Moi, je sais qu'à chaque fois que je repère un nid d'oiseau, en tout cas, j'essaye d'un dispositif qui va empêcher l'accès du vilain matou jusqu'au nid. Donc, ça peut être une sorte de grillage disposé à plat autour, juste sous le nid. Ça peut être, je me souviens avoir même mis, avoir cueilli des ronces pas très loin et avoir fait une sorte de couronne de ronces autour d'un tronc d'arbre, juste au-dessous d'un nid de serancini, parce que je voyais mon chat avait repéré le nid en question. Voilà, bon, on peut faire des petites choses comme ça, mais c'est pas simple. Ouais. Donc, ça, le chat, c'est vrai que c'est un problème. Donc, si tu as des idées, Jean-Luc, autrement. Non, rajouterais juste que le chat est une source de conflit important dans les familles naturalistes. Et voilà, c'est une réalité parce que les enfants souvent, ou le conjoint ou la conjointe, a des envies et effectivement, c'est pas sans, sans souci. Donc, il faut essayer de faire avec. Il y a aussi la question de l'abondance des chats, pas simplement chez soi, mais dans un quartier, dans une ville, et de l'impact énorme lié à cette surabondance des chats, quoi. Donc, c'est aussi des questions de stérilisation, des campagnes qui sont menées parfois dans des villes. Alors, je sais, ça peut paraître un peu abrupt, mais il a été mesuré dans d'autres pays, en Angleterre, je crois, combien l'impact des chats sur la vie sauvage, et en particulier les oiseaux, mais pas seulement, est énorme, en fait. Alors c'est vrai, certes, ils jouent un rôle de régulation de certains rongeurs pour les gens qui habitent en maison et qui n'aiment pas trop les rongeurs, mais à côté de ça, ils font des dégâts non négligeables. C'est pour ça qu'on peut nourrir les chats, par contre, ça évite qu'ils aillent faire trop. Peut-être ça limite en partie un peu leurs dégâts, parce qu'un chat qui n'est pas nourri, lui, il va chasser de manière beaucoup plus efficace, et du coup avoir plus d'impact. C'est une bonne idée, c'est ça. un sujet délicat. Le nourrir. Et non, mais quand c'est les chats des voisins, mais c'est ce que je dis, voilà, il y a des présences de chats importantes dans les villes et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des campagnes à mener aussi à l'échelle des communes de ce point de vue-là, pour éviter que ça devienne un problème pour la faune sauvage de manière générale. Pas simple, sujet pas simple, je vous le dis, pas simple, mais important à aborder. Je vois dans le fil à côté et le chat du voisin. Je vous dis, ils n'ont pas comment dire, les chats vont bien au-delà de leur propre jardin. Ils vont visiter tout un tas de jardins. Moi, je vois une dizaine de chats différents dans mon jardin. Il n'y a rien qui va les empêcher de passer. Là, pour le coup, même un mur ne les empêchera pas de passer. Donc, voilà, on ne pourra pas l'empêcher de passer. Donc, que faire? Et ils ont une grande capacité d'adaptation, sur l'île de Molène, dans l'ouest, n'est-ce pas, l'extrême ouest de la Bretagne, où niche une espèce d'oiseau marin qui s'appelle le pétrel tempête ou l'océanide tempête, une espèce très rare. Et il a été par une caméra observé que les pétrels, quand ils viennent se poser, à Molène même, chercher des sites pour se reproduire, ils testent un peu les choses. Et il y a une famille de chats qui les attendent et qui sautent dessus. Au moment où ils arrivent et qui font un certain carnage, y compris sur cette population-là. Donc, ils ont une capacité d'adaptation à différentes ressources qui sont très importantes. C'est magnifique, c'est un prédateur magnifique de ce point de vue-là, dans ses capacités d'adaptation, mais ça peut générer quand même quelques soucis. Mieux prendre des cochons, Barbe. Oui, de ce point de vue-là, il y aura moins d'impact, oui, c'est clair. Et ils tondent la pelouse. Bien, écoutez, il est 20h, notre rencontre va prendre soin. On n'a pas forcément le temps de traiter toutes vos questions. Je vois Marjorie qui pose à nouveau effectivement une question qu'elle avait posée un peu plus tôt. Peut-être qu'on peut y répondre très rapidement parce que je pense que la réponse
peut être assez rapide sur le lichen. Est-ce que avoir du lichen sur un arbre, c'est un problème ou non? Ah non, ça pose absolument aucun problème, hein. Le lichen, c'est même plutôt souvent un indicateur de qualité de l'air. Donc, il n'aura aucune incidence sur l'arbre, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Le lichen, c'est une association en fait entre un champignon et une algue. Et il va rien du tout occasionner au tronc d'arbre et puis à la vie de l'arbre. Bien, je suis désolée pour les questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter. J'espère en tout cas qu'on a balayé un certain nombre de vos interrogations, que vous avez trouvé ce moment intéressant. Je vois les merci dans les commentaires. Super moment. Voilà, merci pour vous, parce que c'est vrai que vous êtes là avec nous, même si on s'en rend moins compte du fait du distanciel. Donc, vos retours sont hyper importants, enfin, voilà, pour se rendre compte si ce moment vous a apporté des choses. Donc, merci à la cinquantaine de participants qui ont suivi ce webinaire. On vous souhaite une bonne poursuite de MOOC, en espérant que ça vous motive à continuer à suivre le cours et à participer au forum et aux différentes activités qu'on vous propose. Ça donne envie de vous voir. Venez, je vous en prie, on est en Bretagne, on vous attend. Et un grand merci à tous. Et n'oubliez pas de vous déconnecter. Voilà, puisque nous, on va rester un petit peu en ligne avec l'équipe d'animation pour débriefer sur ce moment. Donc, au pire, Tristan vous déconnectera, mais voilà, vous pouvez quitter la réunion de vous-même. Voilà, merci à tous et bonne soirée, bon appétit. Laetitia, je vais devoir y aller aussi, moi. Je vais vous laisser. On fera Oui, oui, tu m'avais prévenu que tu avais quelque chose derrière. Voilà. Ouais. Donc, j'y vais. Vous me direz ce que vous avez débriefé. Ça marche. Ça marche. Bon spectacle. Salut Jean-Luc. Bonne soirée. Allez. Oui, Linda, il y aura le webinaire enregistré, donc on mettra un lien pour pouvoir le revoir. Tous les webinaires seront accessibles ensuite. Alors, Isabelle et Laurence, vous êtes toujours avec nous. Si vous nous entendez, on vous laisse vous déconnecter et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Voilà. Ok. On est entre nous. Bravo Laetitia. Bravo, ouais, c'était super. Ouais, ça a été. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Ouais, je t'ai trouvé très très bien Laetitia, vraiment. Merci, ça me fait plaisir. Ouais, mais les intervenants et tout, c'était fluide, vous étiez très complémentaires, vous jetiez un œil quand même sur les petites questions qui rebondissaient au dernier moment. Moi, j'ai trouvé ça super vivant et c'était chouette, les réponses, elles étaient vraiment précises. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de bugs de sauts, non? Oui, de ton côté, Michel, parfois ça coupait, mais c'était court et on arrivait à reprendre le fil de ce que tu disais, j'ai trouvé, moi, mais c'est vrai que quand même ça coupait. D'accord, ok. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de… Comment dire? Que ça reprenait là où il nous manquait pas des mots, en fait. C'est vrai, peut-être, c'était ça le truc, c'est pour ça qu'on comprenait. Il y avait un espèce de différé très léger. Bah, tu vois, là, c'est en train… Ouais, tu parles comme Dark Vador des fois pour moi ici aussi. Ça fait assez bizarre, hein. Ça fait assez bizarre.
Mais ça allait. Enfin, moi, en tout cas, j'arrivais à comprendre. Donc, Ok, voilà. d'accord. Bon, j'ai pas pu prendre toutes les questions à la fois parce que il y avait des questions que j'avais du mal à comprendre. Voilà. Mais bon, je pense qu'on a balayé pas mal de choses différentes. Ouais, je pense, ouais. Et Laetitia, est-ce que tu aurais eu besoin que je synthétise davantage ou tu sais, j'ai tâtonné un petit peu. Après, j'ai essayé de mettre des thèmes en titre pour que tu t'y retrouves et que tu n'aies pas besoin de forcément tout lire. Mais est-ce que tu verrais des améliorations, toi, à apporter quand je te transcris dans le pad les questions? Bah, écoute, non, ça a été. Non, ça a été. Ok, Ça fonctionnait plutôt bien, je trouvais. Donc, ouais, non, de mon côté, ça a été, en tout cas, ouais. d'accord, très bien. Tristan, ça a été de ton côté? Tu n'as pas eu trop de demandes sur l'outil technique? Eh ben non, j'ai eu personne qui m'ait demandé de questions. Voilà, c'était très différent de la semaine dernière, mais bon, ça veut dire tant mieux aussi. Ça veut dire que tout le monde a pas eu de problème. Donc voilà, j'ai juste ajouté les gens qui étaient en liste d'attente et puis coupé les petits micros qui de temps en temps s'ouvraient. Mais non, sinon, c'était assez calme de mon côté. Ok. Bon, tu as pu profiter du coup comme ça des voilà. intervenants, quoi. Mais complètement, complètement. Et c'est vrai que c'était très chouette. Ça rentrait plutôt dans le fond à chaque fois. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, carrément. Puis ça vient vraiment compléter le MOOC. Donc, ça, c'est chouette. Ah oui. En tout cas, tous les inscrits ne sont pas venus parce que moi, j'avais 85 inscrits et on a été au plus, on a été 57, je crois. Ouais. Voilà, de toute façon. Et c'était le cas la semaine dernière, je crois, tu disais, non, Laetitia, que La semaine dernière, il y a eu beaucoup plus de personnes, mais il y a eu un quiproquo. La semaine dernière, ils étaient plus de 100, ils ont été autour de 150. Mais il y a eu un quiproquo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont connectés en pensant que ça allait être le cours, ah oui. un cours animé en fait, et qui ne comprenaient pas, qui disaient mais quand est-ce qu'on nous présente le cours? Enfin voilà. Donc voilà. Donc, mais il y avait ce décalage déjà entre le nombre d'inscrits et le nombre de participants? Pas trop, je crois. Pas trop, ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Bon, après, là, c'était au niveau du rythme des questions, c'était plutôt pas mal, quoi. Oui, c'était vivant. Hein. Il y en avait suffisamment et voilà. Tout à fait. Et pour le coup, ce n'était pas surchargé non plus. Ça permettait quand même de suivre tout le monde. Je trouvais ça quand même bien. C'était très chouette. Mais c'est vrai que je trouve ça très étrange d'animer un temps où tu n'as pas les gens en face de toi. Ouais. Oui, c'est bizarre. Hein. Ah, c'est vraiment… moi, c'était la première fois. D'habitude, je participe à des Zooms, mais en tant que participante. J'en avais pas animé parce que dans l'asso à Bretagne Vivante, on n'est pas hyper numérique. On fait plutôt des choses en physique avec des vraies personnes en face. Et c'est vrai que je trouve ça étrange, quoi. Essayer quand même de faire sentir que l'autre est accueilli et pris en considération. Ce qui se fait assez facilement quand on a les gens en face de soi. Mais avec le distanciel, c'est vraiment étrange. Mais bon, voilà. Si vous avez trouvé ça bien animé, tant mieux. Ah ouais, super. Oui, c'était bien. Ouais. Très bien. Et puis c'était vivant, il y avait des interactions entre les personnes, entre les moqueurs, on le voyait bien dans la discussion. Oui. Donc, c'était pas froid, quoi. On voyait bien qu'il y avait toute une vie derrière, même si on ne la voyait pas de manière tangible. Oui. Est-ce que spontanément, ils se saluent déjà c'est ça. Ils disent d'où ils viennent, tout ça. Donc, on voit qu'il y a des gens qui ont l'habitude de faire des webinaires. Qui ont l'outil bien en main, parce que c'est pas facile, c'est vrai. Merci à vous trois. Merci. Voilà. Avec plaisir, c'était un bon moment. Merci beaucoup à vous. C'était très enrichissant. Vous devez avoir faim. Ça commence. Moi, j'ai faim. À demain, Laetitia. Tu es là, Laetitia, demain ou... Oui, demain, je suis là, oui. Bon, d'accord. Ok, super. Bonne soirée, bon appétit. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Salut.